difficilement il s'est en sorti. Mais je lui ai dit que si aujourd'hui papa ne rentre pas, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé, mais je ne sais pas la nature et la forme de ce qui lui est arrivé au stade. Qu'après tout cela, nous avons passé une nuit blanche. Mes deux mamans pleuraient. Après le matin, toujours les appels se sont multipliés, les proches sont venus, les voisins et la famille en question. Et donc, mais les gens pleuraient. Nous avons écouté les consignes de nos aînés, naturellement, qui nous ont dit de garder le silence pour ne pas aussi que les militaires viennent nous faire du mal dans notre maison. Mais moi, en ce moment, je n'avais qu'une quinzaine d'années. Je n'avais pas tellement considéré parce que je ne connais pas les gravités de ce qui s'est passé au stade. Mais mon frère, lui, lorsque je lui fixais dans les yeux, je comprenais qu'il avait un agenda, qu'il avait quelque chose en lui qu'il me cache. Surtout mon intuition me disait que ça n'allait pas. Parce qu'à chaque fois que je le regardais, je le voyais pleurer. Qu'après nous avons décidé le lendemain de sillonner dans les hôpitaux. Une bonne partie se sont rendus au niveau des hôpitaux, bien entendu, les morgues, et l'autre partie s'est rendue dans les lieux de détention. Nous avons regardé un peu partout, mais il y avait la presse aussi qui venait chez nous et quelques représentants d'ONG et d'institutions à caractère droit de l'homme. Et les témoignages aussi se faisaient de fur et à mesure. Qu'après tout cela, nous avons fouillé dans les lieux de détention et au niveau des hôpitaux. Et notamment au niveau de l'hôpital Niassidine, nous sommes venus en grand nombre. Mon frère y était avec les cousins à mon papa. Ils sont venus, il y avait un arsenal militaire qui était posté de part et d'autre avec des fusils bien armés. Mon frère tenait coûte que coûte à connaître la situation de mon père. Quel a été son sort? Mais au niveau de Niassidine, il y avait un militaire qui l'a intimé et qui l'a menacé parce qu'il y avait beaucoup plus de frayeur que si toutefois il brave ses interdits, il brave les barricades qui étaient érigées au niveau de Niassidine, qu'il allait mettre une balle dans sa tête. Qu'après cela, j'avais un cousin, lui a intercepté au niveau de sa main. Il a dit, il ne faut pas faire cela, sinon on risque de te tuer. Mais le lendemain aussi, nous sommes venus aussi au niveau de Niassidine. Là aussi, mon frère était avec les parents. Mais ce jour-là, il y avait peu de militaires qui étaient au niveau de l'hôpital. Mon grand-père a échangé avec une dame qui était censée de veiller sur les corps qui étaient au niveau de la morgue. Et la femme l'a dit, si toutefois nous voulons introduire dans la morgue pour regarder les corps qui étaient exposés dedans, il faudrait qu'on lui fasse, qu'on arrive à la donner un peu d'argent. Après, mon grand-père lui a donné 50 000 à la dame. Maintenant, avec tous les risques qui courent, la dame là, a pu nous aider pour que nous puissions rentrer au niveau de la morgue. Là aussi, nous avons regardé les corps qui étaient. On n'a pas retrouvé le corps de mon père. Entre-temps, nous sommes restés là. Mon frère a dit, pour faciliter les choses, il faudrait qu'on se saisisse, j'allais dire, de sa photo. Qu'après mes deux mamans, parce que ce jour-là, il n'y avait pas de véhicule, mes deux mamans ont marché à pied de Afia jusqu'à Niassidine. Mes deux mamans sont venues, elles ont exposé la photo. La dame a dit que le corps là n'a pas été envoyé ici. Toujours dans la recherche et dans la quête de l'identification du corps de mon père. Nous sommes venus aussi au niveau de l'hôpital Donka. Là aussi, nous avons rencontré un monsieur
qui était aussi censé de veiller sur les corps qui étaient au niveau de la morgue de Donka, ce monsieur nous a dit que réellement, les corps qui ont été envoyés ici, en se servant de sa photo, que effectivement ce monsieur a été exfiltré ici avec un arsenal militaire pour autre destination dans les environs de 23 heures. Pour preuve, ils sont venus d'abord tirer sur le transformateur qui était là-bas, donc il y a eu coupure de courant. Donc dans ça, ils ont profité pour soutirer les corps au niveau de la morgue de Donka pour autre destination. Qu'après cela, nous nous sommes retournés. Il y avait aussi toujours des recherches parce qu'on s'est dispersé, d'autres aussi fouillés au niveau des lieux de détention. Mais nous n'avons pas retrouvé vraiment les traces et toutes choses qui faisaient trait à la disparition de mon papa. Qu'après cela, nous avons, par voie de presse, nous avons écouté que les corps seraient exposés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal. Là aussi, nous sommes venus en grand nombre. Mon frère toujours était là-bas avec mes oncles et les proches. Nous avons regardé les corps qui étaient exposés au niveau de l'esplanade de la mosquée. Mais les gens avaient du mal à reconnaître leurs proches parce que la majeure partie des corps qui y étaient décomposés. Mais mon père avait adopté un fils qui a quitté chez nous actuellement. Il est à Kindia. Ce monsieur aussi, une fois encore, nous a signifié parce que mon père avait des signes particuliers que certains de ses enfants en ont, comme moi, au niveau de mon bras droit et aussi au niveau des doigts. Là aussi, nous avons regardé au niveau des bras, des corps qui étaient exposés au niveau des doigts aussi, nous n'avons pas trouvé de traces. Et dans ça, ceux-là qui étaient venus, une bonne partie n'avaient pas retrouvé leurs ayants droit. Il y a eu échauffourée, il y a eu lancement de gaz lacrymogène. Et dans ça, mon frère, il avait un bobo. Les policiers qui étaient là-bas, parce qu'il y a eu échauffourée entre les ayants droit qui étaient venus pour chercher leurs proches et les policiers qui étaient. Donc ils ont déchiré son boubou, ils l'ont dépouillé même de son téléphone et de son argent, tous les biens qu'il avait. Maintenant, la famille est venue parce que mes deux mamans étaient à la maison parce que ça plairait. Lorsqu'ils se sont retournés à la maison, mon frère, j'étais au niveau de la porte. J'étais arrêté, je pensais, je méditais sur la situation de mon père. Qu'est-ce qui lui est arrivé réellement? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Lorsqu'il rentrait, parce qu'en ce moment, nous n'avions pas clôturé chez nous, mais nous avons pu, en rentrant chez nous, mon père avait mis un cibassement qui faisait la différence avec autre concession. Donc je l'ai vu, il a trébuché en rentrant chez nous. Il a trébuché, je l'ai fixé dans les yeux, j'ai compris que réellement mon père est décédé au stade et son corps a fait l'objet de dissimulation, soit dans les fosses communes ou par ailleurs, les corps qui ont été jetés en haute mer. Mais, vu son jeune âge à l'époque, et c'était la première fois de voir des dizaines de corps exposés, il a eu une dépression mentale. Donc il a fallu que mes cousins le consolent et le prennent pour l'incarcérer dans une maison, pour qu'on puisse progressivement échanger avec lui, pour qu'il puisse revenir à la raison. Il a fait plusieurs jours dans une chambre. Qu'après, nous avons décidé aussi, une fois encore, de continuer les recherches au niveau des lieux de détention. J'avais un oncle, paix à son âme, il avait une relation au niveau du camp de Kondara. Mon oncle est venu, il a utilisé ses relations, il a pu introduire au niveau du camp du Kondara, il a sillonné les prisons. Il n'a pas retrouvé la trace de mon père. Maintenant, les ONG de défense des droits de l'homme venaient chez nous pour les récits, pour recueillir des informations. Qu'après, à mon jeune âge, je me rappelais, j'ai vu des personnes très costauds à l'époque. J'ai compris que ceux-là, c'était des Américains.
Et à travers le temps, j'ai compris que c'était la commission d'enquête des Nations Unies. La commission d'enquête des Nations Unies sont venus chez nous. Ils ont interviewé mes deux mamans. Ils ont interviewé aussi mon frère aîné et ceux-là qui étaient là-bas. Et la commission d'enquête, toujours dans sa quête de vérité et de justice, ils sont allés jusqu'au niveau de son garage. Là aussi, ils ont recueilli des informations et d'après ces apprentis ils ont expliqué comment les circonstances, comment mon père a quitté son garage pour se rendre au stade. Qu'après cela aussi, parce que les ONG qui venaient généralement, quand vous prenez Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, et notamment l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, ceux-là qui sont venus, c'est-à-dire les organisations à caractère de défense des droits de l'homme, ils sont venus parce que parce que généralement, c'est les partis politiques qui ont appelé à manifester pour une manifestation qui se voulait pacifique. Donc les points focaux, généralement, se trouvaient au niveau des partis politiques. Donc les jeunes qui venaient, ils faisaient référence au niveau des partis politiques. Là aussi, mes mamans venaient périodiquement avec mes parents pour venir faire des témoignages. Qu'après cela, parce que j'avais un oncle, il est beaucoup plus actif dans la politique. Et donc, à travers celui-ci, nous avons connu un monsieur qui travaillait au niveau de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, qui s'est beaucoup investi aussi dans le cadre de la recherche de la vérité et de la justice, allant dans ce sens de la procédure liée aux événements du 28 septembre 2009. Il s'appelle Mamadou Boussourou Diallo. Communément, on l'appelle sénateur. Donc, ce monsieur, à chaque fois qu'il y ait des rencontres avec la communauté internationale, notamment les Nations Unies, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, il me faisait appeler. Il me faisait appel, j'allais dire. Mais quand je venais, j'échangeais avec ces experts-là qui venaient pour échanger un peu sur les questions liées aux droits de l'homme.